Merci beaucoup d'être venu. Moi, je suis Jérémy, un des fondateurs de Jukebox, Welcome to Jungle. On est très heureux d'organiser cette petite matinée ici avec Jonathan et son équipe, du coup à qui je vais donner directement la parole, parce que je pense que comme vous êtes si nombreux, ça veut dire que le sujet est d'importance. Et donc je vais laisser John présenter la matinée et surtout les personnes qui ont accepté de vous parler de tout ça ce matin. Bonjour à tous, merci Jérém, merci tout le monde d'être venu ce matin si tôt pour venir parler avec nous de recrutement de tech. On s'est rendu compte, c'est la première fois nous qu'on organise un event comme ça, et on s'est rendu compte que que c'était un sujet qui était relativement chaud, puisqu'en fait en quelques heures on avait rempli notre plafond d'inscription et on a eu un taux de no-show qui doit être très très faible, puisque la salle est pleine. Donc merci à tous. Alors juste un petit mot avant de commencer. Aujourd'hui vous êtes chez Talent.io, donc vous pouvez le voir derrière, même s'il y a l'écran qui cache en partie. Pour ceux qui ne connaissent pas Talent.io, c'est une plateforme de recrutement sélectif qu'on a créée il y a 2 ans. On a fêté 2 ans cette semaine d'ailleurs. On a eu la chance de connaître une belle croissance, puisqu'on est aujourd'hui une quarantaine de personnes dans 3 pays. On a racheté notre concurrent allemand, donc on a un bureau à Berlin et on a aussi un bureau à Londres. Et on s'adresse aujourd'hui principalement au marché des ingénieurs, donc des développeurs, notamment avec une offre de mise en relation pour recruter en CDI, une offre de mise en relation pour recruter en stage et depuis maintenant 3 semaines, une offre de relation pour recruter en freelance. Donc du coup, ce sujet du recrutement des devs, on l'a vu par des problématiques sur des centaines de startups. Et aujourd'hui, on a réuni 4 personnes qui ont une vision un peu différente et assez complémentaire du sujet des recrutements des devs. Et on aurait aimé traiter ça avec vous. Alors, juste avant de démarrer, je voulais juste savoir, parce qu'on a invité plein de monde, et pour qu'on sache un petit peu comment donner nos opinions, ici, dans le public, combien de personnes, qui vient du monde RH et recrutement? Ok, donc un bon petit 50%. Qui vient de la technique? CTO, dev, un bon petit 50%, ce qui est pas mal. Et est-ce qu'il y a des dirigeants d'entreprise, dirigeants de start-up? On a un mix parfait pour pouvoir avoir une discussion. Un troisième 50%, donc on est à 3 50%. Et on a un très bon mix. Alors, on va démarrer tout de suite avec Romain. Donc Romain, je te passe le micro. Il est Tech Team Builder de Deezer. Donc après avoir bossé une dizaine d'années en tant que développeur et avoir bossé chez Epitech, il a rejoint Deezer il y a à peu près 1 an, à un poste qu'on ne connaît pas vraiment, parce que c'est un poste qui fait la jointure entre les devs et les RH. C'est un poste que j'avais moi personnellement jamais vu en entreprise. Donc du coup, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir Romain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce poste-là? Moi, j'ai toujours été développeur avant de rejoindre Deezer. J'ai rejoint Deezer parce que j'adore la marque, j'adore le produit, et puis le challenge m'a intéressé. Ce poste, il correspond probablement aussi à la taille et à l'évolution de Deezer. Aujourd'hui, on est 420 chez Deezer, 120 dans les équipes techniques. C'était un challenge de faire le pont entre les équipes techniques et toutes les autres équipes, en fait. Il y avait vraiment une rupture entre les deux, et en particulier rapprocher la tech et les RH, les recruteurs. Donc c'est un poste où je fais encore du dev, je suis encore sur certains aspects techniques, et j'accompagne les équipes recrutement, entre autres, sur toutes les actions où on veut se rendre visible pour se rapprocher des communautés techniques. Ok, alors justement, les actions pour se rendre visible, c'est quel type d'action concrètement? Alors, chez Deezer, on a beaucoup de métiers en général, et beaucoup de métiers tech. On fait de la data, on fait du PHP, on fait du mobile, du DevOps, etc. Donc l'idée, c'est de se rapprocher de toutes les communautés qui correspondent à nos métiers. Donc depuis l'année dernière, on a relancé les meet-up. Il y a pas mal de boîtes qui se sont enclenchées sur les meet-up. Je pense à Mythic et autres qui se créent des groupes meet-up. Donc l'idée, c'est de se connecter aux communautés existantes, de les inviter à parler chez nous, de profiter de l'opportunité pour que des personnes de Deezer partagent un peu ce qu'on fait chez Deezer.
et faire découvrir ce qu'on fait chez Deezer. Ça fait 10 ans que chez Deezer il y a du PHP. Et pourtant, il y a plein de développeurs qui, quand on les reçoit chez Deezer, découvrent qu'on fait du PHP. Du coup, c'est vraiment nécessaire. Ça, c'est une des actions qu'on fait, les meet-up. Et puis après, il y a toutes les conférences qu'on sponsorise ou qu'on accueille ou auxquelles on participe. Parce que c'est intéressant pour nous, parce que c'est très important pour les développeurs chez Deezer qui aiment apprendre, que ce soit en France ou sur des conférences à l'étranger, se tenir à jour. Donc voilà, toute cette partie-là aussi, pas que les meet-up, les conférences en général, quoi. Sur la partie événementielle et communautaire, les meet-up, je pense que la plupart des gens qui bossent en recrutement en start-up ont déjà au moins une fois essayé d'en faire. Et j'ai toujours vu, enfin, il y a des meet-up qui cartonnent, où les salles sont pleines à craquer, et il y a des meet-up qui n'arrivent pas à aligner une dizaine de personnes. Est-ce qu'il y a un tips, un truc secret qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas ? Alors déjà, nous, on fait certains meet-up par nous-mêmes, mais la plupart, on se rapproche de communautés existantes, de groupes meet-up qui ont déjà fait leurs preuves. Et après, je pense que c'est aussi lié aux technos qui sont tendance. On a accueilli un meet-up React il y a un an, on a eu 150 personnes, alors que la capacité de la salle, c'est 100 personnes. On a accueilli d'autres meet-up un peu moins ambitieux, mais qui étaient importants pour nous. On a eu une soixantaine de personnes. Mais au final, les meet-up où on a 40-50 personnes, c'est ceux où on a le plus d'interaction avec les gens après. Du coup, c'est peut-être ceux-là qui sont les plus intéressants en fait. Ok pour l'interaction. Et les formats, généralement, c'est quoi ? Vous faites venir une personne qui a vraiment un impact sur la communauté ou vous faites échanger les gens entre eux ? Durant le déroulé du meet-up, on reste dans un format assez classique. On a 3-4 personnes la plupart du temps qui prennent la parole sur des sujets en rapport avec la techno ou le meet-up. Plus une personne de Deezer qui fait le focus sur la spécificité de Deezer sur ce sujet-là. Et puis après, ça dure 1 heure. Et puis après, les gens échangent entre eux. La plupart du temps, les équipes recrutement sont là, pas pour chasser, mais pour expliquer ce qu'on fait et préciser un peu la vie, la culture chez Deezer. Et puis après, voilà, des fois, il y a des contacts qui se font et des personnes qui nous rejoignent. Et des fois, c'est juste une histoire de partage et d'apprentissage, en fait. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres types d'initiatives, justement, sur lesquelles tu bosses pour faire évoluer cette marque employeur chez Deezer ? Alors, si on reste sur les events, on a toujours eu chez Deezer la logique un peu hackathon. Il y en avait moins ces dernières années. On les a relancés depuis l'année dernière. Donc hackathon, c'est très tendance. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Quand on fait des hackathons internes, ça marche toujours. On en a fait 2, on va en faire 3 par an maintenant. Et à chaque fois, on a plus d'une centaine de collaborateurs de Deezer qui participent. Donc interne, c'est vraiment limité aux équipes de Deezer et c'est super intéressant. Les équipes se retrouvent, ça fait du team building, ça fait des super projets. Il y a eu 120 personnes et 30 projets qui sont sortis du dernier hackathon qu'on a fait. Dont certains super cool. Et puis après, on fait des hackathons à l'extérieur. Des fois dans une optique de culture d'entreprise. C'est toujours des histoires intéressantes à raconter, mais la plupart du temps, c'est surtout pour travailler sur le produit, voir un peu d'innovation, avoir des idées nouvelles qui sont mis en avant. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu as un rôle d'initiative qui fait le lien entre les RH et la technique ? Je ne veux pas monopoliser. Hein. Non. Encore 2 minutes. D'autres points où on fait le lien. Le learning peut-être ? Ouais, le learning. Alors effectivement, chez Deezer, donc il y a une vraie volonté de progresser et de ne pas s'enfermer sur ses métiers de la part de toutes les équipes, que ce soit les équipes techniques ou pas techniques. Donc on a lancé. On a mis en place des MOOC en interne pour que les gens puissent progresser sur les sujets qui les intéressent. On essaie de faire aussi des coding academy pour rapprocher les équipes pas tech et les équipes tech. Donc on a une quinzaine de personnes qui sont super motivées pour toutes les semaines ou toutes les 2 semaines progresser un peu sur la culture tech, sur la programmation, etc. Ça peut être des gens des équipes marketing, des product managers, des RH, etc. Et puis après, côté tech, le développement personnel, il passe par les confs, le MOOC et puis les échanges internes. On a des BBL, donc je ne sais pas si tout le monde connaît les BBL, mais c'est quoi ? Un midi, quelqu'un prend la parole, que ce soit quelqu'un en interne ou quelqu'un de l'extérieur pour partager un sujet. C'est souvent un focus tech, mais ça peut être pas tech du tout. On a eu les équipes légales qui ont vulgarisé tout l'aspect légal en rapport avec la musique. Donc c'est un gros sujet, quoi. Et donc pendant 1 heure, les gens mangent en écoutant une personne qui partage son sujet. Évangélisation de okay. Apprentissage, découvrir un peu tous les métiers, quoi. Ok, merci Romain. Marc, donc Marc, toi tu as une dizaine d'années d'expérience dans le recrutement pur, hein. Tu as bossé en cab, tu as bossé en SS2I et puis après tu as bossé en start-up à forte croissance, notamment pour Criteo et maintenant pour Datadog, qui est une boîte... Ça marche ? Ouais, ça fonctionne.
Ok. Qui est une boîte, qui est une start-up basée aux États-Unis et qui a décidé de mettre son lab en France, c'est ça? C'est ça. Du coup, Datadog, c'est une boîte qui a été fondée en 2010 à New York par 2 Français. Ouais, ça fonctionne? Ouais. Et effectivement, ils ont ouvert un bureau parisien, un bureau tech, 100% tech, fin 2015. Et ils m'ont recruté en octobre 2016 pour staffer l'équipe, avec un objectif qui est plutôt ambitieux, puisque quand je suis arrivé, on était 12. Et on a un objectif en fin d'année d'être 50. Voilà. Un objectif, donc du coup, ambitieux, environnement hyper compétitif. Pour le coup, on a un recrutement qui est hyper difficile. Simplement parce qu'on veut se rapprocher au mieux de ce qui se fait, de ce qui est plus au top en termes de process de recrutement des devs. Alors justement là-dessus, toi c'est ton quotidien quoi, d'aller d'aller chercher des devs. Ouais, exact. Donc toi t'as le vrai recruteur. Est-ce que tu as un peu analysé comment tu organises ton quotidien, et notamment par quels outils tu passes, Ouais. et quels sont les chiffres qui te permettent de définir le succès de tes recrutements? Ouais, du coup, je vais partager quelques chiffres avec vous. Jusqu'à maintenant, on a fait 16 recrutements, donc depuis octobre 2016, à travers différents canaux. Le premier, c'est les applications via les applications entrantes, donc via notre site web, via les annonces LinkedIn, Stack Overflow, etc. Il faut savoir que nous, en France, on n'a pas encore de grosse notoriété en termes de marque employeur. Donc les applications, c'est pas tant que ça. Après, il faut gérer les bons profils, les hors-sujets, les mauvais, etc. Ça représente 2 recrutements à ce jour. 2 sur les 16. 2 sur les 16. Ok. Après, il y a les approches directes, donc notamment via LinkedIn, avec les recherches Google, avec Twitter, GitHub, etc. Ça représente 7 recrutements à ce jour. Sur combien d'approches en tout, tu sais Ouais. pas à peu près? Du coup, jusqu'à maintenant, j'ai fait 430 approches. J'ai eu 150 réponses, donc 150 personnes qui m'ont répondu. Soit ils ont accepté, soit ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés, soit pour plus tard. Il y a 28 personnes qui ont décliné et 250 qui ne m'ont jamais répondu. Voilà. Donc tu en as 7 qui sont Ouais. faits, donc tu as 7. fait à peu près une sur 60-70 approches. 1 sur 62. Exactement. Ensuite, il y a les tech platforms, donc comme Talent.io, comme Hired.com et d'autres. Jusqu'à maintenant, 6 recrutements. Ouais. C'est normal de citer la concurrence. Jusqu'à maintenant, on a fait 6 recrutements pour 48 approches, 30 qui ont été acceptés et 18 qui ont décliné. Donc c'est un tous les 12. Un recrutement à peu près tous les 12 approches. Ouais. Ok. Et enfin, le dernier, c'est les referrals. Alors, du coup, c'est pas vraiment significatif pour le moment à Paris, simplement parce qu'on n'a pas encore reçu beaucoup de referrals. Mais c'est un recrutement pour 3 referrals. À New York, c'est un recrutement pour 4 referrals. Alors ça, je trouve ça incroyable. Un recrutement sur 4 est un referral, c'est ça que tu dis? Ouais. Aux US. Oui. Un recrutement sur 4 referrals transmis. D'accord, ok. Une un personne peu sur 4 qui est transmise par Exact. referral est un recrutement. C'est ça. Ok, d'accord. En fait, j'ai souvent entendu par pas mal de startups que le referral était un canal d'acquisition énorme pour pouvoir recruter. Il y a une technique, ils utilisent une technique aux US, où vous avez une technique pour exploiter au mieux le referral? Alors, du coup, nous, je pense qu'il y a 2 grands points. Le premier, c'est la prime de cooptation. Pour le coup, chez Datadog, c'est 10 000 €. Donc, c'est quand même important. C'est pas rien. Oui. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Mais je pense que c'est une prime qui a été fixée aux US. C'est ça. Parce qu'aux US, 10 000 $ par rapport au salaire du développeur, ça représente un pourcentage assez faible. Alors qu'en France, effectivement, ça devient un pourcentage très important. Oui, c'est important. Ouais. Du coup, c'est important, mais pour moi, c'est qu'une partie du puzzle. Je pense Alors c'est quoi l'autre partie? Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait aussi par l'équipe recrutement. Pour le coup, c'est ce qu'on a mis en place. C'est un travail qu'on fait au jour le jour. Donc, alors,
quelques points qu'on fait, voilà. C'est prendre un café avec tous les newcomers, discuter avec eux tout de suite, dès qu'ils arrivent, les accueillir, leur mettre en tête l'idée qu'il y a les referrals. C'est aussi leur dire à tous que peu importe les profils qu'ils vont nous proposer, c'est pas à eux finalement de savoir quels sont nos besoins exacts ou est-ce que le candidat peut fitter. Bien évidemment, ils pensent tous que s'ils nous envoient un mauvais candidat, c'est leur réputation, etc., etc. Enfin, on a un process qui est fait pour ça. Ils l'ont traversé ce process, donc ils le savent. Nous, on parle aussi avec tous les hiring managers. Souvent, je leur dis par rapport au job prioritaire, s'ils peuvent, à travers leur stand-up ou à travers leur weekly meeting ou team building ou n'importe, juste passer l'information à leur équipe. Il ne faut pas hésiter à féliciter les personnes qui ont référé des candidats et qui ont été pris. Nous, on a un channel, sur Slack, on a un channel où il y a tout le monde. Moi, j'hésite pas à féliciter, lorsqu'il y a un recrutement qui est fait, féliciter cette personne-là, ou même quand je le croise au bureau, ou soit à Paris, soit à New York, de le faire en live, simplement parce que c'est toujours bon pour la personne qui a proposé le CV, de sentir qu'il a fait, de le féliciter. Et puis aussi, ça permet aussi d'engager d'autres personnes, d'avoir qui ont un peu cet esprit de compète, de se dire je vais moi aussi avoir ce droit à ce moment-là, etc., etc. Et enfin, un autre point, c'est je pense qu'il faut faciliter le referral, c'est-à-dire que nous on a un ATS pour ça, on utilise Greenhouse. C'est vraiment chaque employé chez nous, c'est hyper simple de mettre un referral sur la plateforme. Ça leur prend 2 minutes max, quoi. Et ça, c'est important. Je pense que c'est très important. Ok, donc si je résume, mis à part la partie financière, les 4 points clés pour pouvoir faire en sorte d'optimiser le referral, c'est 1, prendre un café pendant la phase de onboarding. 2, discuter avec les project managers pour être sûr qu'ils transmettent les informations des jobs urgents pendant leur réunion. 3, les féliciter recognition devant tout le monde. Et 4, utiliser un ATS pour que ça simplifie à mort le flux de candidats du referral. C'est ça ? Je vais rajouter un dernier point, c'est se mettre un weekly d'une demi-heure par semaine pour vraiment s'occuper que de ça, de relancer des gens, discuter, leur remettre en tête régulièrement qu'il y a des le referral, que c'est important, etc. Ok, merci Marc. De rien. Vas-y, je t'en prie. Sur le referral, est-ce que tu as essayé ou Datadog a essayé des referrals à plusieurs niveaux ? Je suis tombé un jour sur une plateforme de recrutement qui disait même si vous faites des referrals par quelqu'un de votre réseau qui n'est pas dans la société, n'hésitez pas à distribuer une prime. J'étais tombé sur un site, j'ai le nom qui m'échappe malheureusement pour l'instant, et je trouvais que l'idée était intéressante parce que se construire un réseau au fur et à mesure, c'est très important pour le referral. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé de dire, si tu fais pas partie de la société, mais que tu m'amènes quelqu'un parce que toi, tu n'es pas disponible à ce moment-là où tu as autre chose à faire, tu auras quand même une prime, alors peut-être pas 10 000 €, mais on va rester à 8 000, c'est sympathique quand même. Ouais, c'est ce qu'on pourrait appeler un double referral, parce qu'il y a une prime à 2 niveaux. La personne de la société, la personne entre les deux et le développeur derrière. Aux US, il y a même des cas où on récompense le développeur qui a été recruté. Donc là, on peut rentrer à différents niveaux. Pour le coup, non, on ne le fait pas. C'est un sujet qui a été abordé en début d'année. Mais à ce jour, on est plutôt... pour le moment, on remplit nos objectifs. Et les referrals qu'on a, vraiment, on en a de plus en plus. Là, ça commence vraiment à croître. Je pense que tant que ça va fonctionner, on va pas changer. Ou en tout cas, on va pas... rémunérer l'extérieur. Maintenant, je sais pas. Si jamais tous nos concurrents le font, peut-être qu'on le fera, ouais. Mais, à tester. C'est vraiment à voir. Ok, merci Marc. Laurent, alors je sais pas si vous connaissez Laurent, mais Laurent, il a un CV qui doit mesurer à peu près 5 mètres. Il a travaillé pendant 10 ans chez Apple en tant qu'ingénieur dans la Silicon Valley. Et aujourd'hui, il est passé après par plusieurs startups, je ne vais pas toutes les citer. Et aujourd'hui, c'est le CTO de Zenly, une des startups françaises les plus en croissance actuellement.
Déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus, Laurent, sur aujourd'hui la situation, Zenly, la croissance, l'équipe, juste pour qu'on sache un petit peu? Zenly, c'est donc l'application qui permet de voir ses amis en temps réel, géolocaliser ses amis. C'est une société qui, en fait, c'est intéressant dans une optique d'histoire de recrutement. C'est une société qui a commencé il y a 4 ou 5 ans, fondée par Antoine Martin, Alexis Bonillo. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, on est vraiment en train on a une croissance très forte, tant en termes d'utilisateurs qu'en termes d'équipe. Et donc, il faut s'adapter à cette croissance au niveau du recrutement, au niveau de qui arrive, qui peut partir aussi des fois, ça arrive. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve on est une quarantaine de personnes, dont une majorité technique. Alors, j'ai malheureusement pas le chiffre exact, je sais plus si c'est 32 ou 33 techniques, mais en gros, c'est une énorme proportion technique. On a explosé parce qu'on a développé une technologie qui permet de faire donc cette géologue terrain réel sans consommer de batterie. Et donc, c'est très important pour nous de continuer à recruter et puis d'avoir des personnes qui nous permettent d'avancer et de développer cette technologie et l'ensemble de notre plateforme encore plus loin. Et donc, donc justement, sur cet aspect-là, toi, pendant ton expérience, tu as dû recruter pas mal de personnes, des dizaines, peut-être même une centaine de personnes, je sais pas. Sur toute ma carrière, je ne sais plus. Ouais. Un paquet. Je fais pas des petites croix avec 3, 5 et je les barre à chaque fois. Mais disons, ma question, ça serait... quelles sont tes attentes avec une expérience comme ça, des CV, des bons CV, des mauvais CV, tu as dû en voir des tonnes, on sait tous, la majorité des gens savent analyser un CV, mais est-ce qu'il y a une compétence au-dessus de cette analyse-là qui te permet de bien qualifier un profil? Il y a un point qui devient de plus en plus important au fur et à mesure où je progresse dans le recrutement, où on progresse en tant que société dans le recrutement, c'est la notion de match avec une forme de culture de la société ou de match avec les besoins de la société à un instant donné. C'est évident quand on est dans une start-up, quand on est au départ, alors on commence, on est 2 ou 3 cofondateurs ou pas cofondateurs, on se dit mon Dieu, il faut qu'on embauche un développeur absolument parce qu'on a promis qu'on allait faire un POC pendant 1 mois. Et donc quelque part, il y a un CV qui arrive et on a l'impression, ça y est, on est sauvé, il y a un CV qui arrive. La personne vient, ça marche pas, ça peut être parfait, ça peut être pas bien, mais ce qui se ressort le plus, c'est que si on veut s'inscrire dans la durée, il faut vraiment qu'on soit aligné non seulement sur les besoins en disant cette personne elle a cette compétence technique, mais surtout sur une manière de voir les problèmes, une manière d'aborder les problèmes techniques et une manière aussi de considérer qu'est-ce qu'on peut apporter ou qu'est-ce que la personne peut apporter à la société. Aujourd'hui, dans le processus de recrutement, je passe par exemple une partie de mon temps est consacrée à un petit entretien rapidement au début, qui prend 20 minutes, une demi-heure simplement. Alors, si je le dis de manière élégante, je dis c'est juste pour voir si on est capable de s'aimer. Ça peut sembler un peu romantique comme ça, mais c'est tout simplement l'idée de dire est-ce qu'on se retrouve sur des valeurs et est-ce qu'on a la même envie et la même ambition sur les prochaines années qui viennent. C'est très important véritablement d'avoir la même ambition. L'ambition, elle correspond à qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qu'une personne cherche dans le développement de sa carrière, qu'est-ce qu'une personne cherche aussi dans son développement personnel, c'est-à-dire pas seulement au niveau vie en dehors du bureau, famille, etc., mais aussi qu'est-ce qu'on veut réussir dans son travail au niveau personnel. Et il faut vraiment je trouve que c'est de plus en plus important, qu'il faut qu'il y ait un match entre ces deux attentes mutuelles des deux côtés pour pouvoir se dire, ça y est, on a débarrassé plein de problèmes, on est d'accord sur la ligne de base, maintenant voyons voir si on peut avancer. Je prends un exemple de Zenly, j'aime bien cet exemple, et je sais que des fois, quand je raconte, il peut sembler un peu violent, mais un jour, je discute avec quelqu'un, développeur, il avait toutes les qualifications sur le CV pour faire dev mobile, machin, discussion intéressante, il comprenait des problématiques qui nous intéressaient. Et à un moment, il me dit, je lui dis, mais qu'est-ce que tu penses de Zenly comme application? Il me dit, moi, j'utilise pas Zenly parce que je n'ai pas envie d'être géolocalisé. Donc, j'explique qu'on fait attention, toutes les problématiques de confidentialité, que c'est un mutuel agrément. Il me dit, oui, mais je ne veux pas. Donc, forcément, je lui dis, on arrête ici. Il me dit, mais c'est dommage, ça me plaît, techniquement, ça m'intéresse. Mais je dis, oui, mais si tu n'es pas capable de te créer un usage de la plateforme, je ne demande pas à aller voir, je veux dire la vie des personnes, vous allez les regarder ce qu'ils font, mais il faut que chacun puisse se créer un usage de la plateforme, parce qu'on développe un produit mobile, et ce produit, il va vivre sa vie, et sa vie, ça va être, je sors du métro, où sont mes amis, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est vraiment des points fondamentaux, c'est de se dire, j'arrive à me sentir, une complicité, une attirance pour le produit, pour pouvoir le faire moi-même, pour qu'il m'appartienne, pour que j'arrive à développer, le faire atteindre un niveau d'attente qui correspond à mes exigences.
Et tout ça, donc pour matérialiser ça, tu fais un call d'1 quart d'heure en pré-process. Je fais un call d'un quart d'heure, 20 minutes en pré-process en tant que CTO, ou d'autres personnes le font. Et après, les personnes, si ce call marche, on fait venir les personnes, qui ont différents interlocuteurs. Et notamment, on va creuser à ce moment-là quelles sont véritablement la manière d'aborder les sujets par une personne. Sur un CV, vous pouvez avoir plein de trucs qui sont écrits, notamment des noms de technologies. Alors, si je prends la technologie web, par exemple, alors comme il y a beaucoup de frameworks web et qui changent beaucoup. Donc, j'ai fait de l'Angular, du React, etc. La vraie question, c'est est-ce que tu es capable, enfin, en ce qui nous concerne, c'est est-ce que tu es capable de, ça va sembler un peu brut de fonderie, mais de creuser en profondeur et de comprendre tous les éléments de ce que tu fais. Quand on a un vrai problème technique difficile, au bout d'un moment, c'est pas seulement la connaissance du framework, la connaissance des API, la connaissance du langage qui va suffire. C'est aussi en se disant que l'ingénieur doit se poser la question, le développeur, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce que je regarde au bon endroit? Est-ce que je dois aller regarder beaucoup plus bas? Est-ce que finalement je suis pas dans un problème? Ah zut, j'arrive pas à afficher toutes mes images parce que j'ai un problème d'entrée-sortie. Comment je dois aller gérer le cache plus bas? Ou ce genre de choses. Donc on va creuser beaucoup plus loin. Le premier entretien permet de voir si on est capable, comme je dis, de s'aimer. Puis après, on va creuser beaucoup plus loin et savoir si on a la même mentalité dans la manière d'approcher les sujets et d'être capable de dire on construit quelque chose qui nous donne des fondations solides et qui puis après nous permet de construire un peu plus loin. Au bout d'un moment, dans le process, à un moment, on donne un exercice aussi à faire. Et là, par exemple, c'est quelque chose, au fur et à mesure du temps, on a beaucoup évolué sur l'exercice qu'on donnait. Au début, on donnait des exercices à peu près, on va les mettre au début et puis on va essayer de préfiltrer si les gens y passent A ou B. Maintenant, au regard de ce qu'on cherche comme compétences, ce sont des personnes qui sont capables de creuser, d'aller loin dans les problèmes et de comprendre véritablement toutes les strates d'un ordinateur. On va donner des sujets où on veut savoir comment les personnes vont se débrouiller par rapport à un sujet qui peut sembler vaste, voire éventuellement difficile ou compliqué à faire. Parce que là-dedans, il y a une notion de dire quelle est la prise de décision que la personne a faite par rapport à un sujet technique. J'ai décidé que ceci était trop compliqué dans le cadre de cet exercice, je ne le traite pas, mais je reste dans tel sujet, je boxe, mais j'arrive à accomplir ceci ou cela. Toi, tu as bossé dans des énormes structures comme des toutes petites startups. Le gap d'exigence pendant la croissance, il se crée comment, à quelle étape, et est-ce qu'il y a un vrai gap d'exigence? Est-ce qu'une startup une startup qui démarre peut prétendre à intéresser un vrai gros profil, ou c'est réservé aux startups plus grandes? Non, je pense qu'il y a des profils qui peuvent être intéressés dans une startup qui démarre parce qu'ils voient un défi technologique. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les développeurs et ils se disent j'ai tout à construire. Après, dans la croissance, il y a le fait de maintenir ce défi technologique qui est une étape qui est beaucoup plus, à mon sens, c'est beaucoup plus exigeante, c'est de dire il y a déjà un passé, c'est pas fini, je dois aller plus loin, donc je dois encore faire preuve de plus de créativité. Au fur et à mesure, une boîte grandit. Tu mentionnais la grosse société. Je pense que fondamentalement, mes attentes restent les mêmes. C'est juste que je dirais les dérivations par rapport à ces attentes ne vont pas être les mêmes au moment du développement de la start-up. Mais fondamentalement, on cherche toujours des personnes qui permettent de dire je suis totalement conscient, je suis totalement en connaissance de cause de ce quoi je développe et ce quoi je vais construire. Ok, merci Laurent. C'était intéressant aujourd'hui de parler d'une vision projet du recrutement, comme on le fait avec Romain, d'une vision outils et structure de recrutement, comme on l'a fait avec Marc, et évidemment d'une vision process, comme on vient de le faire avec Laurent. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir aussi Greg qui est avec nous, qui est simplement le fondateur du framework Symfony, que vous connaissez sûrement tous, et donc fondateur de Sensiolabs. Donc déjà, si tu veux, juste nous en dire peut-être un peu plus et nous donner cette vision en tant qu'éditeur. Alors si tu dis que je suis le fondateur de Symfony, il y a mon associé Fabien qui l'a créé depuis 12 ans qui va pas être content. Donc, je suis le cofondateur de Sensiolabs, mais effectivement Symfony a été créé par mon associé qui vit désormais à San Francisco. Alors pour donner quelques éléments effectivement sur Symfony, Symfony c'est le premier framework PHP pour les entreprises aujourd'hui à travers le monde. Quelques chiffres peut-être. Alors c'est très connu je pense en France. Qui connaît Symfony ici par exemple ou utilise Symfony? Wow. 50%. Un gros 50%.
Donc Symfony 2 qui est sorti il y a 3-4 ans, c'est il y a 5 ans précisément. On vient de franchir les 500 millions de téléchargements. On va atteindre le milliard de téléchargements d'ici 1 an et demi. C'est plus de 40 projets open source comme Drupal, comme Easy Publish, comme d'autres qui sont basés aujourd'hui sur Symfony. C'est 30 millions de visites sur le site symfony.com. C'est 500 000 développeurs au code, je dirais développeurs habituels en fait autour de Symfony. Donc voilà, et puis c'est une techno française, on peut se féliciter quand même parce qu'on a une part de marché effectivement de l'ordre de 15% des sites web dans le monde qui utilisent des composants de Symfony. C'est une techno française, donc il y a une communauté assez forte aujourd'hui en France, même si on est présent sur différents pays et différentes contrées éloignées. Ok, écoute, ma question elle est plus sur l'aspect recrutement aujourd'hui. Comment tu abordes ce sujet-là en tant qu'éditeur ? Naturellement, nous, en fait, notre cible historique, c'est les développeurs, puisqu'en fait, nous, notre métier, c'est d'aider les développeurs dans leur vie. Donc, on est en contact permanent avec les développeurs. On organise des dizaines d'événements par an. On fait, par exemple, les Symfony Live. Il y aura d'ailleurs le Symfony Live Paris la semaine prochaine. Il y aura 700-800 personnes. Donc, on est très, très en lien permanent avec les développeurs. Donc je dirais qu'on a une certaine facilité et une certaine notoriété qui nous permet d'aller toucher un certain nombre de développeurs. Après, du fait... Si tu veux le faire ici, ils sont bienvenus. Hein. Ouais. Mais cela étant, parfois on a des difficultés. La preuve, on a fait quelques recrutements par Talent.io l'année dernière sur un certain nombre de profils spécifiques. Donc ça veut dire que même si on a accès à cette communauté, parfois sur des profils spécifiques, on a des besoins. On a aussi un niveau de recrutement qui est très élevé. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a une structure d'éditeur, on est obligé de recruter des gens qui ont déjà un niveau très avancé sur le framework, ce qui ne nous simplifie pas la tâche. Donc du coup, on avait des besoins à un moment donné qui n'étaient pas alignés avec le marché. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé une Sensolabs University, qui était un programme de formation en interne en fait, pour amener tout le monde vers un niveau certification. On a lancé ça l'année dernière, ça a super bien marché. On a certifié près de 60 personnes en moins d'1 an. Du coup, ça a commencé à buzzer un peu en dehors. On a décidé d'ouvrir la Sensolabs University à un certain nombre de clients, de partenaires. Donc, on en a fait une offre qui cartonne aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les développeurs dans leur montée en compétence, je dirais, quelque part. Et en fait, je me suis aperçu qu'on parle beaucoup de recrutement, mais on ne parle pas assez probablement d'un des sujets qui est super important, qui est le sujet du churn. Les gens s'en vont, passent d'une boîte à une autre, et je le vois chez nous aussi, parce qu'on est confronté à un problème quand les gens viennent chez Sensolabs pour bosser sur Symfony. Le jour où ils mettent ça sur leur CV sur LinkedIn, ils reçoivent 5 offres par jour à peu près. Donc il fallait qu'on leur fasse des propositions qui étaient autres, et on a essayé de miser ça principalement sur la formation, sur la montée en compétences. Je pense même que c'est un driver qui est plus important que l'argent pour un développeur. Non pas qu'il ne faille pas l'intégrer dans la réflexion, mais je pense qu'en fait c'est la notion de défi technique, de progression, et aussi du fait de travailler entre pairs. Je pense que ce qui va attirer un développeur avant tout, c'est le niveau technique de l'équipe dans laquelle il va rentrer en se disant, tiens, généralement ils sont très jeunes, donc ils ont quand même une vision en se disant, je vais d'abord apprendre, je vais progresser, je vais avoir la chance d'être entouré des gens qui sont mondialement connus pour un certain nombre d'entre eux. On a la chance d'avoir ça dans notre équipe, des gens qui sont speakers, etc. Et donc ce parcours est juste fondamental dans le fait tout à la fois de les recruter, mais encore plus de les fidéliser. Ok. Tu m'as dit quand on discutait la semaine dernière que tu avais aussi pas mal de freelance dans ton équipe. C'est un sujet qui m'intéresse parce qu'on voit pas mal d'entreprises essayent de créer un pôle en répondant, en faisant évoluer le lien à l'entreprise aux développeurs et notamment en proposant à certains d'entre eux d'arriver en freelance. Mais je pense que c'est un truc qui doit se structurer pour que ça fonctionne. Comment tu l'as structuré ? Ouais, alors c'est un point super important. Je pense et votre présence en témoigne. En fait, on va faire face à une pénurie extrêmement importante de profils techniques. C'est vrai à Paris, mais c'est vrai partout, dans tous les pays dans le monde dans lesquels on s'est rendu. Partout. Parfois, vous allez dans des contrées un peu plus éloignées, vous dites là, ça doit être plus facile. Non, c'est pas facile. Je vais y ouvrir un centre de développement et je travaille dessus en Roumanie. En Roumanie, il y a une pression incroyable sur un certain nombre de zones également pour recruter. Donc du coup, comme on a une boîte qui est mondiale, on s'est dit, ok, on va essayer. C'est le projet, on démarre.
Mais on va essayer en gros de connecter les développeurs et les clients à cette plateforme Sensiolabs, à cet écosystème Sensiolabs. Et aujourd'hui, le critère géographique et le critère du contrat n'est plus un critère. C'est-à-dire que mes propres équipes de recrutement, lorsqu'elles identifient un profil, donc on a essayé de processer de façon très structurée le processus de recrutement, des questions techniques de délégage, des entretiens techniques, aller plus loin également, voire les faire venir pendant un certain temps pour les évaluer. Mais aujourd'hui, le critère pour nous géographique et le critère de contrat n'est plus un critère central. Donc je dis, si on recrute quelqu'un qui est de très bonne facture, mais concrètement, il a envie d'être gardé un statut de freelance, il y en a de plus en plus, ou il a envie de travailler à distance, moyennant des modalités qui sont à préciser, on le fait. Résultat des courses, depuis le début de l'année, je crois que j'ai recruté 10 profils techniques. Je crois qu'il y en a 0 à Paris, ou peut-être un. Donc, Ok. Et tu as eu à créer une structure pour que ça fonctionne, le home office et les freelances. Est-ce que dans la durée, les freelances restent plus ou moins longtemps que les gens en CDI? on a les deux, mais on a des freelances qui restent plus longtemps aujourd'hui parce que globalement, moi je crois qu'en fait on doit offrir un réceptacle. Pour parler d'une culture, une équipe technique de haut vol, je dirais qu'il y a cette dimension de travailler entre pairs avec des gens d'un très très bon niveau. Donc il faut le construire un petit à petit, nous ça ne s'est pas fait en un jour. Donner cette liberté contractuelle, en fait, on a tous au fond de nous, on a tous envie d'avoir cette liberté. Je pense que tout à la fois on a envie de construire quelque chose avec une équipe, mais cette dimension de liberté, elle est très très forte. Donc si vous arrivez à embarquer des gens en leur donnant cette forme de souplesse et de liberté d'un côté, mais aussi cet accès à des ressources, à un framework, là je ne parle pas du framework technique, mais je parle du framework de travail d'une manière générale, où il va se sentir épaulé dans une équipe, dans une dynamique, et où en plus vous pouvez lui confier des projets de haut vol, à ce moment-là il va rester, c'est pas un problème, c'est pas un sujet. Le sujet du contrat n'est pas un sujet. Et je dirais même que parfois, à l'inverse, côté employeur, dans la mesure où on peut rompre le contrat beaucoup plus facilement, on peut parfois noter un engagement qui est supérieur chez un certain nombre de freelances full-time, j'entends, que chez des collaborateurs. Parce qu'ils ne veulent pas avoir à trouver leur prochain contrat ou parce qu'ils sont bien sur cette prestation-là. Généralement, les développeurs vont dire « Ok, je veux partir en freelance parce que c'est justement, je dirais, l'image d'Épinal de la liberté. » Puis après, ils se rendent compte que, pas forcément évident non plus de gérer un pipe commercial, de gérer des projets qui les intéressent. Donc à partir du moment où il y a cette relation win-win avec l'éditeur ou avec la société, ça se passe bien. Et effectivement, ils sont dans cette perspective. Ok, merci Greg. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions de personnes ici. J'ai une question, excuse-moi. moi j'ai plein de questions en fait pour les personnes. Vas-y Laurent. Est-ce que la notion de, tu dis, tu as recruté 10 développeurs, 0 sur Paris, est-ce que la notion de remote et la notion de freelance, et entre guillemets la notion de personnes en dehors de l'équipe cœur, d'une certaine manière, a évolué en fonction au cours de la vie de Sensiolabs? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un moment, pendant qu'on commence une société, on va se dire, tiens, je vais avoir des freelances, et puis on a peur qu'ils partent tous, ou on a des personnes remote, mais on se rend compte que ça peut marcher ou pas. Quelle est l'implication de sa manière? La question que j'ai, c'est est-ce que ceci peut se passer à toutes les phases d'une vie d'une société, ou est-ce que c'est une conclusion que tu es arrivé après un certain nombre auquel tu es arrivé après un certain nombre d'années et que tu n'aurais pas pu faire il y a quelques années? Je dirais que naturellement, comme on pilote au départ un projet open source mondial, forcément, déjà de base, dans les contributeurs du cœur de Symfony, il y avait des gens qui étaient distribués un peu partout. Mais effectivement, la question est judicieuse parce que dans un premier temps, on a dit, nous, on sait gérer des équipes, des gens qu'on connaît, qu'on voit, qui sont au bureau le matin, qui partent le soir. Et on a démarré comme ça, donc avec une équipe ultra parisienne, ultra centralisée. Alors pas forcément pour la partie framework, qui a gardé la dimension open source, il y a plusieurs milliers de contributeurs au cœur, mais en tout cas pour la partie, je dirais, de nos produits, des services qu'on pouvait vendre. Et puis, d'abord, une pénurie sur Paris. Nous, on s'est fait chasser, notamment au niveau de l'arrivée de Symfony 2. Ça a été, il y a 5 ans, ça a été un drame, puisqu'on s'est fait dépouiller.
Puisque forcément, on a créé, alors c'est un peu l'arroseur arrosé, mais on a créé en fait un Symfony 2 qui était très rupturiste par rapport à Symfony 1. Du coup, tous les grands acteurs qui voulaient y aller, il n'y avait pas de compétences sur le marché. Donc ils ont dit d'abord, on va aller piocher chez Sensio Labs. Et donc on s'est fait littéralement dépouiller. En 9 mois, on a perdu, je crois, 70% des effectifs. Ça a été très dur. Ça a été très très dur comme phase parce que en fait au départ on voulait emmener les gens comme ça, mais tout le monde est arrivé en disant bon, toi tu gagnes combien? Tu gagnes 40, très bien, je te fais une proposition à 65, tu vas gérer l'équipe technique, tu connais Symfony 2, en réalité ils ne le connaissaient pas eux non plus, hein. mais voilà. Et donc du coup ça a été un premier élément qui a consisté à dire ok, à côté de ça on voyait des gens qui étaient brillantissimes mais qui étaient à distance. Et on s'est dit, c'est un peu bête notre histoire en fait. On se bat parfois pour recruter des profils, je dirais, intermédiaires qu'on va devoir faire grandir, là où on a la possibilité de travailler avec des gens géniaux, qui sont déjà formés et qui ont juste un petit problème, ils sont pas là physiquement. On s'est dit, adaptons-nous. Et donc on a construit ça, on a ouvert après un bureau à Lille, donc aujourd'hui on a une quinzaine de développeurs à Lille aussi. Donc même si aujourd'hui, si je prends les effectifs de Sensio Labs d'environ 150 personnes, on doit avoir en fait une trentaine de personnes dans différents endroits, enfin une trentaine de lieux. Il y a quand même des endroits aussi qui sont des espèces de centres de gravité, c'est-à-dire que c'est bien aussi de se retrouver. On a également, nous, les conférences, les symphonies live qu'on fait un peu partout en Europe et dans le monde, où on peut inviter nos collaborateurs aussi à se retrouver. Donc voilà, effectivement, ça s'est fait dans une forme de durée. Il faut aussi avoir une culture, il y a un cadre de travail, un framework qui te permettent aussi de plugger des gens sur cette méthodologie.